Être visible, marcher dans la rue sans peur, exprimer haut et fort nos opinions, c'est ce que la société interdit aux femmes. Et c'est le programme d'un livre. Messieurs, qui tenez les manettes si vous voulez régler le problème. Les chercheuses et militantes féministes ont fait le boulot. Les mécanismes sont identifiés, les solutions existent. Tout est là. Lorraine Bastide. Libre ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans Libre Ensemble. Nous allons aborder les femmes et leur place dans les villes, les médias ou en politique. Ce soir, en première partie d'émission avec Lorraine Bastide pour son dernier livre Présente. Lorraine Bastide est journaliste française. Elle fut reporter puis rédactrice en chef au magazine Elle, avant de faire un passage au grand journal de Canal+. Elle est cofondatrice du studio Nouvelles Écoutes. Elle est aussi l'hôtesse du podcast féministe La Poudre. Et en seconde partie d'émission, nous prolongerons la réflexion avec Marion Alessian qui est avec nous ce soir. Bonsoir Marion. Bonsoir. Vous êtes avec nous donc en studio. Vous êtes directrice de l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine fondé en 69 par des Bruxellois qui revendiquent le droit à la ville et qui partagent la conviction que l'air de la ville rend libre. Vous allez nous expliquer tout cela. Mais avant de partager ce micro avec vous Marion, nous retrouvons Lorraine Bastide que nous avons rencontrée lors de sa venue à Bruxelles la semaine dernière pour présenter son livre Présente. Elle signe là un manifeste féministe ultra documenté, nourri par les réflexions des militantes les plus inspirantes d'aujourd'hui. Entretien. Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour. Après avoir lu votre livre, une première question me vient en tête. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce qu'on est féministe ou est-ce qu'on le devient ? C'est fort évidemment influencé par le milieu dans lequel on est, mais peut-on passer une vie sans pouvoir défendre la cause des femmes ou sans même s'en rendre compte ? Oui, parfaitement. En fait, le sexisme est la chose la mieux partagée du monde. Il y a autant d'hommes que de femmes qui portent le sexisme. C'est pas une faute morale, c'est pas une question de caractère, c'est vraiment quelque chose qui est très bien fait, qui infuse dans les cerveaux et dans les idées et qu'on peut intérioriser en tant que femme même sans s'en rendre compte. Donc le féminisme, c'est au contraire un éveil. C'est un jour où on décile son regard et on voit les inégalités et on décide de lutter contre. Quand on parle de féminisme, comment définir le féminisme selon vous ? Parfois, certaines personnes ont peur de ce mot, je pense. Certaines femmes ont peur de ce mot, de se dire, voilà, si je suis féministe, je suis contre les hommes. Pas du tout. Comment est-ce que vous définiriez ? Et puis, l'intersectionnalité, et en quelques mots, pour celles qui ont peur de ces mots, intersectionnalité et universalisme. Ok. Le féminisme, c'est la lutte contre le sexisme. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus clair. Quand on est attaché à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, on peut se revendiquer féministe très tranquillement. Souvent, il y a des femmes, à qui, ou des personnes d'ailleurs à qui ce mot fait peur, mais il y a aussi des personnes, souvent des femmes qui ont peur de se l'octroyer de façon illégitime, comme très souvent les femmes, on questionne sa légitimité. Franchement, si vous êtes pour l'égalité entre femmes et les hommes, vous pouvez vous dire féministe très très tranquillement, tout comme si vous êtes pour la préservation de la nature, vous pouvez vous dire écologiste sans problème. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. Alors le féminisme intersectionnel, c'est moi la pensée féministe que j'essaye de représenter, d'incarner dans mon travail, notamment dans Présente, dans mon livre. En fait, c'est un terme qui est apparu aux États-Unis en 89-90 sous la plume d'une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw et qui essayait de décrire les violences spécifiques que subissaient les femmes noires, notamment dans son milieu du travail aux États-Unis. Et en fait, elle a remarqué quelque chose de très juste, de très utile pour la pensée, pour comprendre les discriminations. C'est que le racisme et le sexisme ne s'accumulent pas comme une somme. Quand on subit à la fois le sexisme et le racisme, il y a une situation très spécifique qui se produit et cette intersection entre les discriminations, c'est ça qu'on appelle en fait la pensée intersectionnelle. C'est le fait de penser la façon dont les discriminations se combinent entre elles. Donc c'est très important de toujours rappeler que c'est quelque chose qui a été pensé pour les questions racistes. Et surtout antiracistes pour être plus précise, mais le mouvement féministe s'est réapproprié ce terme pour réfléchir à toutes sortes de discriminations, notamment homophobie, transphobie, validisme, la discrimination contre les personnes handicapées, grossophobie. Et aujourd'hui, je porte un féministe que je revendique comme intersectionnel parce que je pense que quand on est attaché, comme je le suis, à l'égalité, à la justice, on ne peut pas se contenter de combattre le sexisme, il faut combattre toutes les discriminations.
L'intersectionnalité, c'est un mode de pensée, c'est un prisme théorique. C'est juste une façon de regarder les choses, de décrire les choses, etc. Voilà, la pensée intersectionnelle va nous permettre de dire que quand on est une femme et qu'on est en fauteuil roulant, par exemple, on arrive à une situation qui est très particulière, la situation des femmes handicapées, qui sont, par exemple, 3 à 4 fois plus victimes d'agressions sexuelles et de viols que les femmes qui ne sont pas handicapées. Et c'est une situation spécifique. Et il faut une lunette, il faut un filtre spécial pour comprendre les discriminations qu'elles subissent. C'est ça, en fait, le prisme intersectionnel. C'est juste ça. Alors que peut-être que dans une perspective féministe plus universaliste, on se contenterait de considérer que voilà, toutes les femmes subissent la même chose et qu'il faut se battre de la même façon pour toutes les femmes. Alors oui, il y a quelque chose de très vrai. Il y a des choses que subissent toutes les femmes, à commencer par les violences sexuelles. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut, quelle que soit leur orientation sexuelle, toutes les femmes subissent la violence sexuelle. Mais on ne peut pas se contenter de dire allons toutes vers le haut sans réaliser que certaines femmes dans la société sont plus discriminées que d'autres. Après, je pense que moi, par exemple, dans mon livre, je parle énormément de racisme, je parle énormément de validisme, je parle de grossophobie. Je ne suis pas concernée directement par ces discriminations et personne ne me conteste le droit d'en parler. En revanche, je prends garde à en parler en m'appuyant toujours sur le discours des personnes concernées. Et donc, ce que je fais dans mon livre, c'est que pour parler du racisme, je tends mon micro à des femmes noires qui me disent leurs ressentis. Et moi, en tant que journaliste, en tant que passeuse, j'aide à répercuter en fait les paroles que j'ai recueillies. C'est ça, en fait, qui est juste. Le problème serait que je ponde un livre entier sur comment libérer les femmes noires sans avoir parlé une seule seconde avec une femme noire. Là, on aurait effectivement un gros souci, oui. Alors, dans votre parcours, vous dites à 12 ans vouloir être journaliste. Vous êtes née femme. Est-ce que vous vous êtes rendu compte rapidement ou pas que vous étiez féministe dans votre parcours? Donc, vous êtes journaliste, vous avez travaillé pour plusieurs magazines, dont le magazine Elle, qui est un magazine féminin, pas féministe. Et puis, quel a été le point de rupture, je dirais, entre je suis femme, mais je suis plus que femme. Je prends conscience de cet état de fait et je suis féministe. Encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse essentialiser être féministe. Enfin, j'ai reçu une éducation féministe, je pense, dans la mesure où ma mère et mon père aussi, d'ailleurs, m'ont toujours encouragée à travailler bien à l'école, pour avoir un bon métier, pour gagner de l'argent, pour être autonome, pour dépendre de personne. On m'a toujours dit que j'étais brillante, que j'étais intelligente, que je pouvais réussir. On n'a pas appuyé mon succès dans la vie sur le fait que je me marie et que je sois jolie. Donc c'est quand même aussi déjà une très bonne base dans l'existence. Je suis partie de là et c'était chouette. Puis j'avais aussi un modèle. Voilà, ma mère a travaillé, elle était très, très indépendante. Après, je pense que effectivement au magazine Elle, j'ai eu un déclic justement concernant l'intersectionnalité, c'est-à-dire où j'avais l'impression de bien remplir mon rôle, c'est-à-dire en mettant en avant toutes les semaines des femmes dans les pages de mon magazine. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il manquait quand même beaucoup de femmes parmi les femmes qui étaient représentées dans les pages de ce magazine, notamment les femmes noires, les femmes qui ne font pas une taille 36, qui sont quand même une très 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 grande majorité, voilà, les femmes âgées, les femmes pauvres, les femmes handicapées. En fait, dans ces magazines, on représente une espèce d'idéal de femmes blanches, minces, hétérosexuelles, bourgeoises, qui n'existe pas en fait, qui est rarissime. Donc quand j'ai pris conscience de l'exclusion en fait, qui se reflétait dans les pages de ce magazine, j'ai vraiment eu envie de changer les choses et en tant que journaliste, de veiller à tendre mon micro à une plus grande diversité de femmes. C'est vraiment très simple en fait le geste que j'ai accompli. Et parallèlement à ça, j'ai décidé de reprendre mes études et de m'inscrire dans un master en études de genre. Et là, je me suis mis à beaucoup lire de théories féministes. Et je pense qu'il y a différents échelons en fait là dans ce que je vous ai décrit. C'est-à-dire que la petite fille était féministe parce qu'elle voulait réussir en tant que femme. La journaliste de Elle était féministe parce qu'elle mettait en avant des femmes. Et là, la féministe que je suis aujourd'hui, c'est une féministe plutôt qui a intellectualisé tout ça, qui a compris que c'était vraiment de la recherche, des écrits, des choses qui avaient été pensées par des centaines de femmes avant moi. Et là, je me suis ouvert des portes incroyables dans mon esprit en découvrant tous ces écrits-là, quoi. Mais vous vous révélez évidemment, et puis vous écrivez ce livre, alors forcément, pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté au podcast La Poudre? Pourquoi avoir eu envie de faire un livre, ce livre-ci, Présente? C'est chouette un livre. J'aime bien l'idée qu'il existe un objet
Surtout ce livre, je l'ai vraiment voulu avec ce papier un peu recyclé, ce gros grain mat de la couverture, ce côté assez souple. J'ai envie, d'ailleurs je le vois sur Instagram, il est surligné, il est corné, on y met des post-it, on écrit des trucs dans la marge et sur la page de garde, et c'est vraiment comme ça que je l'imaginais. Je voulais vraiment comme un outil, vraiment comme une boîte à outils qu'on pourrait avoir dans son sac pour sortir, pour dégainer à tout moment la référence, le chiffre, et voilà, et qui se prête entre amis, qui s'offre à un mari ou à un frère récalcitrant. Voilà, je trouve que c'est un objet qui a une utilisation, une viralité différente de celle du podcast. Et puis c'était aussi le moment pour moi de un peu plus mettre ma propre voix. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans le podcast, j'ai souvent, j'ai presque quasiment que donné la voix, donné la parole à d'autres. Et là, j'avais un peu envie de dire, voilà ce que moi j'ai compris, voilà ce que moi j'ai retenu. Pas facile d'écrire un livre sur la femme, le féminisme et toutes ces discriminations. Vous avez calibré en partant de la ville, donc ville, médias, politique, résistance. Pourquoi la ville ? Vous dites que c'est vraiment un espace public qui est souvent plutôt utilisé et donné aux hommes qu'aux femmes. Donc vous partez déjà d'un constat quotidien. Toutes les femmes, on traverse la ville, on n'y vit pas vraiment. C'était pour vraiment accrocher chacune et chacun d'entre nous à cette réflexion-là. Oui, tout à fait. C'est très facile de le constater. En fait, on le vit tous au quotidien. Et puis, je pense que toutes les femmes savent la réalité du harcèlement de rue, quelle que soit la classe, l'origine, l'âge. On vit tout ça depuis, d'ailleurs, souvent notre plus tendre adolescence. Donc voilà, et puis c'était aussi, comme moi ma thématique c'était l'espace public, je suis vraiment repartie de la définition de l'espace public voilà, qu'on croise un peu en philo au lycée avec Jürgen Habermas. Voilà. L'espace public c'est d'abord la place, la ville, l'endroit où on se retrouve entre citoyens pour discuter, puis évidemment après il y a les médias, etc. Mais justement cet endroit où on se retrouve entre citoyens pour discuter, on se retrouve entre citoyens et pas entre citoyennes. Et partir de là, c'était une très bonne façon en fait d'aborder toutes les thématiques féministes qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire celle de l'invisibilisation et de la silenciation. Alors vous avez un style percutant, vous balancez les noms des harceleurs, les noms des victimes, vous osez le mot patriarcat. On est clairement encore dans un patriarcat. Simone de Beauvoir disait, il suffira d'une crise pour que nos droits soient remis en question. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Vous partez aussi de la crise Covid où bêtement les experts qui étaient interrogés dans les antennes télé, radio étaient des hommes. Est-ce que malheureusement il va falloir encore et toujours se battre ? Ah oui, on est loin d'être au bout de nos peines. Alors oui, dans ce livre, je balance, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, le nom des harceleurs, je le mets en note de bas de page. Je me suis fait un point d'honneur. Il faut avoir la curiosité de descendre en bas de page. Je me suis fait un point d'honneur à citer un maximum de noms de femmes. Quand il y avait un collectif, je me faisais un plaisir de mettre les 15 noms de femmes d'affilée parce que c'est important de nommer et de visibiliser le travail des femmes. Et par contre, les hommes qui nous saoulent, je les ai mis en note de bas de page. C'était ma petite vengeance personnelle et subtile. Mais oui, on est dans un patriarcat, évidemment. Et c'est pas... pareil, c'est un mot, effectivement, qui peut paraître un peu idéologique, un peu excessif. Moi, voilà, le simple chiffre que je donne au départ du livre, le temps de parole des femmes dans les médias, c'est 25%. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Il y en a, je sais, j'ai vu, merci, d'ailleurs j'y suis. Mais ça veut dire qu'il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes. Donc, si cette situation-là convient à certaines personnes, si ces personnes trouvent que c'est bien assez, 25% de femmes, tant mieux pour eux. Moi, je trouve que c'est pas assez. Moi, ce que je veux, c'est l'égalité. Je veux qu'on soit 50-50. Donc, tant que la voix des hommes prédominera, oui, on sera un patriarcat. Surtout, vous disiez 25%, et vous en étiez, mais on vous reléguait à des sujets un peu plus lifestyle, légers, quand vos collègues masculins s'occupaient de politique et de sujets sociétaux plus lourds. Oui, c'est pour ça que le quantitatif est important. Avoir les chiffres, c'est important, mais après, c'est toujours aussi très important d'aller creuser et de voir ce qui se passe derrière. Et effectivement, le temps de parole des femmes dans le média, c'est 24%, mais quand on voit le temps de parole des expertes, parmi les experts, là, on tombe à 18%. Les femmes sont bien plus souvent autorisées à parler en tant que victimes, en tant que témoins, ou parler de culture,
culture, de parler de loisirs, de parler d'enfants, de parler de santé, d'environnement. Et puis les hommes parlent de politique et d'argent, parlent de pouvoir. Et c'est pénible aussi, ouais. Alors, il y a quand même une lueur d'espoir avec ces mouvements #MeToo ces dernières années, ou les journées du matrimoine, par exemple, qu'on connaît encore peu en Belgique, peut-être en France aussi. Est-ce que ça vous donne de la pêche pour continuer ? Bien sûr, je vois tous les jours des nouvelles initiatives féministes apparaître dans l'espace public. Il y a une vitalité du mouvement féministe, de la pensée féministe en ce moment qui est super réjouissante. Il y a une génération de jeunes femmes qui arrive, qui est vraiment très déterminée, pour laquelle je pense vraiment personne n'est prêt. Le mouvement de collage contre les féminicides, je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a en Belgique, et j'imagine que oui, évidemment. Ça, c'est quelque chose de très très fort. C'est un geste qui s'est complètement viralisé, qui est une imposition des slogans féministes dans l'espace public que je trouve hyper encourageante. Mais le combat est loin d'être gagné. Et moi, plus j'avance dans ma réflexion, plus je me dis qu'en fait, on est en train de... C'est-à-dire que les résistances qu'on a en face, c'est pas un backlash contre nos idées féministes. En réalité, c'est nous qui sommes en train de lutter contre une très forte vague conservatrice. Je crois vraiment que depuis l'élection de Donald Trump, et il y a beaucoup d'autres signaux, tous ces partis d'extrême droite qui prennent de l'importance en Europe, qui ont très à cœur de renvoyer les femmes dans leur foyer, à s'occuper de leurs gosses, très à cœur de discriminer les personnes racisées, très à cœur de discriminer les personnes homosexuelles. Ces partis-là, ils prennent quand même beaucoup de terrain. Et je crois que notre rôle en tant que féministe, c'est en fait de lutter de toutes nos forces contre ces forces-là obscurantistes, quoi. Mais vous avez un chapitre, une longue réflexion sur la question. Le patriarcat et remettre les femmes à la maison, c'est aussi une question de capitalisme. Et on ne s'en sortira pas sans passer à autre chose que ce néo-capitalisme effréné où l'appât de l'argent est là. C'est clair qu'on est beaucoup mieux au foyer, laissant l'homme travailler à 100 000%. C'est ça aussi le point d'achoppement. On ne va pas s'en sortir si on ne change pas tout le système. C'est systémique en fait la cause de la femme. Exactement. Ouais. Merci d'avoir si bien résumé les choses parce que c'est précisément ça. Et c'est pour ça aussi que je crois beaucoup en la convergence des luttes. C'est-à-dire que c'est penser de façon féministe, pour moi, c'est aussi évidemment penser contre l'ultra-croissance, l'ultra-consumérisme. C'est penser pour la préservation de l'environnement. C'est lutter pour la santé mentale et physique des personnes. Tout ça, en fait, pour moi, ça va avec le mouvement féministe. Et évidemment, dans une société plus juste, dans une société plus durable, les femmes seraient plus heureuses. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Ouais. Et puis ça passera par l'éducation de nos fils, de nos filles, de tous. Oui, bien sûr, de nos fils, de nos filles, ça c'est évident, et puis de tous les autres aussi. Mais je pense que là, il y a une génération de parents qui ont déjà plus de clés que ceux des années 80, 90. Il y a tellement d'outils aujourd'hui, tellement de podcasts, tellement de livres, tellement de comptes Instagram qui informent, qui alertent sur toutes ces questions. Moi, je sais que mes deux enfants, ils sont déjà plus armés en termes de compréhension des discriminations de genre, de race, de classe que moi, je l'ai jamais été. Moi, j'ai compris tout ça quand j'avais 35 ans. Eux, ils ont 6 ans et 9 ans et c'est bon, ils ont capté, quoi. Donc je suis assez confiante de ce côté-là. Allez, espoir. Merci beaucoup, Lorraine Bastide. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Voilà, retour studio en présence de Marion Alessian, directrice de l'ARO. Bonsoir, rebonsoir Marion. Bonsoir. Déjà en quelques mots, expliquez-nous ce qu'est l'ARO. Comme vous l'avez dit, l'ARO a 50 ans, a été fondée en 1969 par des Bruxellois qui voulaient défendre la ville, défendre l'urbanité, défendre ses habitants. Et ce qui est très important pour l'ARO, c'est de renforcer le contrôle des habitants sur le développement de la ville. Et c'est aussi la liberté dans la ville qui est centrale dans les combats de l'ARO. Et à juste titre, vous avez rappelé ce petit dicton d'origine allemande « Stadtluft macht frei », l'air de la ville rend libre. Et c'est à partir de ce petit proverbe qu'on a un peu décliné le programme de notre école urbaine cette année, en se demandant finalement, est-ce que les femmes dans la ville ont la même vision émancipatrice de la ville
ou pas. Et c'est quoi ces écoles urbaines? Expliquez-nous. Donc chaque année, depuis 50 ans déjà, vous organisez une sorte de journée de réflexion appelée école urbaine? Plus que ça, c'est assez. Donc c'est la 51e cette année, puisque donc l'ARO a maintenant 51 ans. Et c'est un colloque annuel, un colloque d'une semaine. Maintenant, on fait plutôt 3 soirées, parce que 5 soirées, c'était assez ambitieux et on n'a pas exactement les mêmes disponibilités aujourd'hui. Mais donc c'est un colloque qui a pour but de réfléchir sur le long terme. C'est une vision vraiment très prospective sur la ville, où l'ARO lui-même et ses membres ont envie de se ressourcer et aussi d'apprendre et d'être confrontés à des études, et pas forcément à des sujets qu'on maîtrise, mais vraiment de développer une vision, approfondir notre vision sur la ville en réalité. Alors c'était fin septembre, 23, 25 septembre, c'est ça vient de se passer. Covid oblige, c'était plutôt oui. 23 septembre, alors normalement, justement, notre école urbaine, c'est tous les ans au mois de mars, la dernière semaine du mois de mars. C'est une tradition qui est là depuis plus de 50 ans. Il a fallu un petit peu décaler. C'est la première année qu'on a tout décalé, et donc voilà, effectivement, ça a eu lieu fin septembre. On a voulu le faire physiquement, et ça a été fait dans un auditoire à l'ULB pour pouvoir accueillir un certain nombre de personnes, parce qu'il faut dire que ce sujet, cette thématique-là, alors justement, est très on le rappelle, importante aujourd'hui. La ville pour les femmes, la ville par les femmes. Et c'est pour ça qu'on vous invite ce soir, c'est que en réponse ou en corrélation avec Lorraine Bastide, qui ne dit rien d'autre finalement dans son livre Présente, puisque c'est même le sous-titre Présente dans la ville, que sommes-nous dans l'espace public? Est-ce vrai que les femmes traversent les villes, tandis que les hommes s'y arrêtent, s'y attardent plus précisément? Sommes-nous conditionnés par des préjugés moraux? Qu'est-ce qui est ressorti de la vision de la femme dans cet espace public qu'est la ville aujourd'hui? Alors, ce qui était assez étonnant, c'est déjà la convergence de tous les exposés qu'on a eus au niveau des représentations qu'on a de l'espace public, des représentations qu'on a de nos déplacements et des possibilités qu'on a en ville. Et donc, effectivement, là, il y a vraiment une grande marge de manœuvre, et on se rend compte, quand on lit un peu toute la documentation, toute la littérature sur cette question de l'approche genrée de la ville, que ça fait quand même presque 50 ans que les chercheurs répètent un certain nombre de choses et d'évidences. Les constats sont chiffrés sur l'inégalité d'accessibilité de la ville par les femmes, entre les femmes et entre les hommes. Et malgré ça, l'implémentation de mesures concrètes qui pourraient faire bouger les choses tarde à venir. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont là aujourd'hui, mais il y a des représentations qui sont Tout est prêt, mais on ne bouge pas, comme dirait Lorraine Bastide. Voilà, non, il y a vraiment tout un tas de représentations des hommes et des femmes qu'il faut changer. Donc il y a ce qui était intéressant à comprendre lors de ces 3 soirées, et ce qu'on a véritablement mis en avant, c'est qu'il y a différents niveaux d'action. Donc d'abord, il faut agir sur cette mentalité, sur nos représentations, et ça c'est un gros boulot. Expliquez-moi, parce que j'avoue que après lecture et après vous avoir entendu, ça me paraît évident, mais moi-même en tant que femme, je n'y avais pas pensé. Quelle est notre vision et ces stéréotypes de la ville et de la femme? Alors, d'abord, au niveau de la représentativité. Ça, c'est assez évident quand on travaille dans mon milieu en urbanisme, quand on côtoie des architectes, quand on se côtoie tout ce milieu de la mobilité qui est très techniciste, très ingénieur. La première évidence, c'est quand on va dans des réunions, dans des conférences, dans des projets concernant des aménagements urbains, la femme n'est pas vraiment représentée. Elle n'est pas présente dans les discussions déjà. Elle est beaucoup moins présente. L'ARO va très régulièrement dans les commissions de concertation qui ont lieu après les enquêtes publiques sur des projets. Pratiquement tout le temps, c'est des hommes qui viennent présenter leurs projets. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais projet? Non, mais ça, c'est quand même assez révélateur de la place que les femmes ont dans le propos qu'on peut porter sur la ville et dans le développement des projets. Mais après, au-delà de ça, au-delà du niveau de la conception des projets, quand on pense tout simplement aux pratiques de la ville, aux pratiques dans l'espace public, aux pratiques de mobilité, là aussi, il y a tout un tas d'évidences quand on lit les études, à savoir que cette phrase qu'on cite souvent et que vous venez de citer, là, les femmes traversent la ville mais ne s'y posent pas. On sait très bien que dans les espaces publics, il y a beaucoup plus d'hommes qui se posent. Et pourquoi ça alors là, de nouveau, pourquoi est-ce qu'on s'y pose pas? Parce que c'est pas fait pour nous et qu'on le sent, mais qu'on ne le perçoit pas tout de suite. Alors, ce qui est assez intéressant, et ça, on est allé un peu plus dans le fond du sujet avec Garance ASBL, qui fait beaucoup de marches exploratoires, justement pour un peu démythifier certaines choses. Ce sont des groupes de filles qui se promènent et qui envisagent l'espace. En fait, qui se réapproprient l'espace public. Il manque un banc à ma taille, il manque des toilettes. Tout à fait. Pour faire pipi dans les parcs. Pourquoi j'ose pas prendre cette impasse? Donc, il y a toute une série de craintes, de craintes qui sont
vraiment intériorisées et qui ne sont pas forcément légitimes, entre guillemets, d'un point de vue de la réalité. Parce que on risque pas de se faire agresser à chaque coin de rue, mais il y a tout un discours qui est colporté depuis des décennies, des siècles, et qui tendent à contraindre en fait les déplacements des femmes dans la ville, pas forcément parce qu'on dit de ne pas aller là, mais parce que nous-mêmes, nous avons des craintes. Parce qu'on nous a dit, ne va pas là, quand il fait noir, ne traverse pas cette rue, nos mères, nos sœurs, nos amis, c'est dangereux. Voilà, donc c'est la première, c'est un des niveaux d'action, c'est de prendre conscience de cette réalité-là et d'essayer de s'en émanciper un peu pour oser faire les choses. Et donc ça fait entre autres partie du boulot de Garance, mais de plein d'autres gens, et puis qu'on peut faire aussi tout à fait nous-mêmes. Mais il faut un peu conscientiser sur le fait que le déplacement des femmes, l'utilisation de la ville par les femmes est contrainte par toute une série de choses, et entre autres une série de craintes. Donc ça, c'est un niveau d'action, mais après, plus concrètement, on peut aussi agir au niveau des aménagements. Donc oui, il y a des aménagements qui sont beaucoup plus favorables aux femmes. Et si on prend déjà rien qu'au niveau de la petite enfance, et quand on voit tout ce qui est finalement tous les projets qui sont plutôt dévolus aux petits garçons plutôt qu'aux petites filles, alors là, on comprend très très vite que oui, les terrains de basket, les terrains de foot, dans la cour de récréation, pareil, c'est des investissements qui sont faits pour les garçons. Et pas pour les femmes. Alors, on peut se dire, il y a plusieurs moyens d'agir. D'abord, changer les mentalités et faire en sorte que les garçons aient envie d'accueillir des femmes et des petites filles dans leurs équipes pour jouer. Mais ça prend du temps. Oui, c'est marrant parce que justement, dans ces espaces récréatifs dédiés aux hommes, vous le dites, basket, c'est pas catalogué comme tel, mais basket, terrain de mini-foot dans les villes. Lorsque les femmes s'y arrêtent, c'est pour regarder leurs copains ou leurs petits copains. Et puis, elles s'arrêtent pour regarder les hommes. Elles font des détours pour ne pas le traverser parce qu'il y a des risques à se prendre une balle dans la tête. Et plein de choses comme ça qui ont été souvent réévoquées. Un ballon, vous voulez dire, une balle dans la tête. Un ballon, quand même, c'est pas si dangereux. Un ballon. Et donc, il y a tout un... Dès l'école, il y a des choses à faire. Donc, ça aussi un autre niveau d'action, c'est les aménagements, est-ce qu'on peut proposer pour que l'espace soit moins genré. Alors, par rapport à toutes ces questions-là, il y a quand même un livre qu'on peut citer, qui est souvent cité, c'est La ville pour les hommes, par les hommes, dont l'auteur est Yves Rebaud, et je le cite parce que ça fait aussi un peu au titre de notre école urbaine, la ville pour les femmes, par les femmes. Est-ce que les hommes vous ont entendu ? Est-ce que les collègues architectes ou qui sont à des postes décisionnels dans l'urbanisme entendent cela aujourd'hui ? Est-ce que les mentalités changent ? Est-ce que cette journée, finalement, ce colloque, ces trois soirées, ont été entendues ? Alors, elles ont été en tous les cas entendues. Quand on a diffusé le programme, il y a eu énormément on a été fort sollicités, on a dû changer de salle pour avoir une salle plus grande. Donc, on était assez étonnés, même si on savait que c'était un sujet qui était d'actualité et que les aménageurs ont besoin d'informations pour justement mieux développer une approche genrée de leur projet. Donc oui, ça a été entendu, mais après, pour dire la vérité, dès la première séance de débat de la première soirée de l'école urbaine, il y a eu une remarque d'une jeune chercheuse qui était dans le public et qui disait « Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Moi, je suis déjà démoralisée. Là, je vois qu'on n'est que des femmes dans cet auditoire. » Et c'est vrai qu'il y avait une majorité de femmes. C'est tout à fait vrai. Alors, est-ce que c'est un problème ? Oui, je pense que c'est un problème que les hommes ne prennent pas plus conscience de ce souci-là. L'ARO et la précédente directrice de l'ARO le faisaient aussi. Dès qu'on est dans un colloque, il y a des sujets d'urbanisme, de mobilité. On intervient pour un moment dire, vous vous rendez compte que dans votre panel, il n'y a pas une seule femme. Ça arrive très souvent. Donc, des deux côtés, il faut mixer. Il faut mixer. Et puis, il faut surtout... réfléchir ensemble. Donc, il y a la question de la mixité au sein même des réunions, des projets, des développements de tout un tas de choses. Mais il y a aussi tout simplement la prise de... il faut prendre connaissance de tout ce qui a été écrit sur le sujet parce que les constats sont là et on sait comment... les propositions sont là, les leviers, on les connaît, mais il faut les mettre en œuvre et ça ne veut pas forcément dire que ça doit être mis en œuvre par des femmes, loin de là. Je pense que c'est un sujet qui doit vraiment être aussi entendu du côté des architectes et des urbanistes hommes. Marion Alessian, cette émission se termine tout doucement. Et renseignez-nous un site internet pour si on veut poursuivre la réflexion. Alors, Covid oblige, on a aussi filmé toutes les soirées de l'école urbaine. Elles ont toutes été mises en ligne. Donc, l'intégralité des interventions ont été publiées. Alors, sur le site de l'ARO, il y a tout un tas de sujets que vous pouvez retrouver au-delà de ce colloque. Et puis, on a testé aussi une visite guidée féministe avec Apolline Franken, qui est la première intervenante de cette école urbaine. Et on va certainement, vu le succès de cette visite guidée, en refaire pour la saison 2021 de nos visites. Et donc, il faut
suivre un peu toutes ces nouvelles manières de visiter la ville avec une approche genrée. Donc un site internet, www. www.arau.org. A-R-A-U. Alors Arau pour Atelier de recherche et d'action urbaine. .org. .org. Très bien. Un site, le livre de Lorraine Bastide, évidemment, vous l'aurez compris, présente. Un livre à mettre entre toutes les mains dès le plus jeune âge, filles et garçons. Et puis, je voulais renseigner la journée. Aujourd'hui, en fait, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, service de lutte contre la pauvreté. On sait que la pauvreté est aussi sexiste. Alors, une expo est proposée du 15 octobre, donc avant-hier, jusqu'au 30 novembre, au Centre d'action laïque, campus de la Plaine, ULB, organisé par le Conseil des femmes francophones de Belgique. Merci Marion, Merci à vous d'être venue ce soir. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.